tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. Et oui, c'est la reprise. On est reparti pour cette nouvelle année 2024-2025 et on va essayer de reprendre un petit peu notre rythme de un vendredi par semaine. Il y aura quelques petits changements de format, mais j'en parlerai plutôt à la fin du live. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gilles Dussert. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc Gilles Dussert qui est nouvellement arrivé à l'université de Nîmes dans le cadre du projet Gardener, de l'Institut Risque Société, mais de tout ça, on va vous en parler. Pour finir le tour de table que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais qui nous accompagnera en régie et en voix, c'est Marine Alexandre qui est avec nous. Salut Marine. Salut à tous. J'ai le chat avec moi, Marine suit aussi, donc n'hésitez pas à intervenir, poser vos questions, discuter avec nous, il y a aucun problème, on a tout prévu pour ça. Donc pour faire plus ample connaissance avec Gilles, je vous propose qu'on commence avec notre première rubrique qui est le qui es-tu, que fais-tu? Alors, Gilles, peut-être pour commencer très simplement, la rubrique elle est formulée de manière très simple parce que on part du principe qu'il y a forcément des gens qui ne t'ont jamais rencontré, qui vont regarder. Comment est-ce qu'on pourrait te présenter très simplement? Alors, je suis quelqu'un de pluridisciplinaire. Je suis quelqu'un de souvent qualifié de mouton à 5 pattes, peut-être. Euh, j'ai une formation euh, complexe. Je suis docteur en pharmacie. J'ai eu la chance de euh, pouvoir faire des études en parallèle. Euh, dès 95, 16, le doyen, qui était peut-être visionnaire de la faculté de pharmacie, a proposé aux quelques-uns de faire des études en parallèle. Certains sont à l'école de chimie, certains sont à l'école de commerce. Et moi, on m'a proposé de faire l'école des mines d'Alès à travers un master 1 qui s'appelait sécurité industrielle et environnement. Mais pourquoi j'ai eu la chance de pouvoir faire l'étude en parallèle? Et tout simplement parce que préalablement, j'ai essayé une maîtrise à la fac des sciences en même temps qu'à la fac des pharma. Durant la quatrième année, donc j'ai fait la maîtrise à la fac de pharma. Et en cinquième année de pharmacie, on m'a proposé d'intégrer le Master 2 Sécurité industrielle et environnement, ce que j'ai accepté. Et puis ensuite, à l'issue de ce stage à l'école des Mines à l'époque, j'ai réussi à ce qu'on me propose peut-être une proposition d'embauche. Et à cette époque-là, c'était faisable parce que j'avais une thèse de pharmacie. Et donc ma thèse de pharmacie me permettait d'avoir un statut le diplôme d'ancien chercheur. Cependant, on a trouvé très rapidement qu'il fallait avoir un diplôme de troisième cycle. Donc, alors, je suis à la fac des sciences de Marseille pour passer un DEA en sciences environnement. Et puis après, j'ai passé une thèse à la fac de Marseille en sciences environnement et santé. Et après, j'ai continué à faire d'autres choses, de la sécurité. Ouais. Effectivement, le mouton à 5 pattes, on peut le dire. C'est vrai que c'est des profils. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les vendredis, on a rencontré pas mal de chercheurs et de chercheuses avec des cursus parfois assez, on va dire, classiques, un master, un doctorat dans une discipline, et puis qualifié, puis un poste dans la discipline. Et puis on a eu aussi des parcours de gens qui ont travaillé en privé, qui sont revenus dans le public, qui passent une thèse tardivement, qui reviennent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de profil type enseignant-chercheur dans le supérieur. Alors déjà, des cursus avec vraiment des doubles doctorats, double qualification, ça reste quand même plus rare. Moi, ce que je note, c'est que du coup, tu es quand même vraiment un produit de Gardois. Tu es originaire d'ici aussi? Oui, je suis un pur produit gardien. J'habite à 10 mètres de là où je suis né. J'ai fait mes études à Montpellier. Je garde un souvenir ému de mes études à Montpellier, peut-être parce que j'étais à cette époque-là. Et puis, cette embauche à l'UMT Minalès, à côté à l'école de Minalès, et aussi une volonté de rester sur un territoire. Effectivement, la vie m'a amené, nous a amené à avoir des propositions pour partir, etc. Mais pour plein de raisons, ce que j'avais sur place me convenait plus, et que je pense que je suis attiré par les territoires sur lesquels j'habitais. Très bien. Et c'est sûr que oui. Donc, l'école des mines, tu y es resté combien de temps? En fait, je suis L'IMT, école des mines, l'IMT. j'ai été embauché donc, il y a 31 ans, et suite à euh, l'accord sur le projet Gardener, l'accord positif du
projet Gare de Lyon, sa réussite projet Gare de Lyon, effectivement, il y a eu un certain nombre de discussions et j'ai trouvé cette proposition intéressante, pertinente et humblement, j'ai essayé de proposer d'apporter une plus-value, si je pouvais, à un très très beau projet pour contribuer à mettre une pierre à l'édifice. D'accord. Et bon, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer un petit peu avant. Je sais que tu avais travaillé aussi, en travaillant à l'IMT, tu avais travaillé avec quelques personnes de l'université. Le lien avec l'université, il était de quel type pour toi avant? C'était enfin, parce que moi, je connais le petit bout qu'on faisait ensemble, mais c'est finalement un vrai petit bout donc pour le reste. Alors, il est ancien, surtout pas faire d'histoire. Paul Ricoeur disait les personnes âgées ont des souvenirs, alors que certains ont de la mémoire, c'est tout à fait ça, mais la différence est de Paul Ricoeur sur la mémoire et les souvenirs, elle est mieux vite que ce que je viens de dire là. Une chose est sûre, c'est qu'il y a très longtemps, il y avait eu une proposition de participer au conseil d'administration à l'époque du prédécesseur de Benoît. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de parties prenantes à l'université de Lille. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant et innovant. Je ne vais pas faire de l'archéologie puisque c'était il y a très longtemps. Puis, on a eu de nombreuses discussions de projets de collaboration, de projets collaboratifs. J'en citerai que deux. Le projet Opicamp en partenariat avec l'université de Nîmes et le projet Impetus, là encore, l'université de Nîmes. Tous les projets de formation. Bref, on a de tout temps eu de nombreuses discussions et vraiment, je vous ai dit de façon très claire, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à collaborer avec un certain nombre de personnes de l'université de Nîmes et on se reconnaîtront à travers ce propos-là. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu sans hésiter parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toutes ces personnes. Très bien, oui. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas complètement inattendu par ici parce qu'il y avait quand même des liens qui pouvaient exister avant. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit souci de son, donc on essaie de le régler. Vous nous dites dans le chat quand c'est complètement réglé. Euh, Ce que je te propose de faire maintenant, c'est qu'on va passer à la rubrique suivante et comme ça, on va pouvoir dérouler tranquillement tout le reste des informations qu'on voulait passer aujourd'hui. Et la rubrique suivante, c'est à quoi ça sert ce que tu fais. Pourquoi cette rubrique? Et je pense que pour le coup, là, c'est d'autant plus utile qu'avec le parcours multifacette que tu as pu avoir, c'est peut-être un peu difficile de se figurer sur quel type de projet tu as pu être amené à travailler, quel type de recherche tu as pu conduire. Donc, voilà, la question est posée. En fait, j'ai été sur un projet européen initialement, quand j'étais jeune stagiaire. C'était un projet européen qui avait pour but d'étudier les conséquences d'un accident sur la lagune de Venise. Très tôt, on m'a mis sur des projets qui étaient des projets collaboratifs, des projets européens et des projets qui avaient une finalité. Cette finalité-là était de mettre au point un système d'information, notamment un système d'information géographique, ayant pour but de caractériser, quantifier, qualifier les conséquences humaines, technologiques et environnementales d'une catastrophe. Très tôt, on a essayé de mettre en œuvre des solutions opérationnelles très pratiques à travers ce projet-là. Très rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de sapeurs-pompiers, je ne vais surtout pas les citer pour ne pas faire de bêtises, mais beaucoup m'ont marqué, m'ont profondément marqué. Ces rencontres-là ont été un véritable bonheur pour moi, une orientation professionnelle et personnelle. Cette collaboration avec sapeurs-pompiers m'a amené notamment à essayer d'amplifier une recherche finalisée, une recherche qui a pour but de mieux connaître les conséquences sur l'homme, l'environnement, des catastrophes humaines, technologiques et environnementales. Et rapidement, à l'école des mines, j'ai eu la chance que un directeur adjoint, je pense à Jean Ribeil, qui était le meilleur de moi, qui l'avait apprécié lui aussi. On a eu la chance d'avoir un directeur adjoint qui nous a donné la main avec Benoît et moi sur des équipes nous permettant de bâtir une équipe. Je ne crois pas qu'on fasse la recherche tout seul. On ne fait que de la recherche en partenariat avec d'autres, et surtout grâce à des équipes qui permettent réellement de faire de la recherche. Et enfin, on fait de la recherche en partenariat avec des tiers, c'est clair, mais aussi en apport, en appui, avec l'aide
il y a plein de mots-clés qui sont à mettre en évidence avec des doctorants. Les doctorants font vivre le laboratoire, en partenariat évidemment avec les personnes techniques et administratives, et c'est les doctorants qui nous aident aussi à faire la recherche. D'accord. Et donc effectivement, on a une vision quand même très concrète. Finalement, alors, c'est marrant, je vais dire, parce que c'est souvent la fausse idée qu'on se fait. Et j'ai régulièrement des entretiens avec des personnes qui peuvent savoir à l'université, qui ne connaissent pas trop, qui connaissent un petit peu ce qu'on fait. Et on a toujours cette réputation de faire des choses très théoriques et d'être assez peu dans la pratique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que mais pour le coup, des équipes, on a fait beaucoup de diplômes, passé beaucoup de temps sur des thématiques de recherche aussi, et pour autant, les projets qui conduisent sont extrêmement concrets et avec des résultats très précis en solution à des problématiques qui sont données par un commanditaire. Donc, je trouve ça intéressant de le dire que oui, on peut avoir fait énormément d'études et être pour autant très terre à terre dans sa recherche et apporter des solutions très concrètes. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Et en parlant de terre à terre, la transition est toute faite puisque je pense qu'on pourrait peut-être parler un petit peu du projet Gardener qui t'a fait venir ici. Est-ce que donc je suis aussi partie prenante sur ce projet-là, mais c'est pas l'invité, donc je vais te laisser parler. Je pense que c'est Mais d'accord, ce qu'on va faire, c'est que tu auras droit à une question. Et non, mais alors peut-être, on a présenté le projet, on a un peu de communication qui a été faite, mais de manière globale, il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore très bien, donc tu peux en toucher deux mots et puis nous dire toi ce que tu penses de ce projet-là et ce que tu aimerais pouvoir mettre en place avec ce projet. Alors, je te fais des clins d'œil. Vraiment, je le dis, je pense que tu parlerais beaucoup mieux que moi de ce projet-là, puisque avec d'autres, Je change la caméra pour qu'on ne voit plus que toi. avec d'autres, tu as œuvré pour que ce projet, qui est un très beau projet, soit sélectionné. Le projet de Gardener est un projet qui s'appuie sur trois piliers. Un premier pilier qui est un institut interdisciplinaire risque et société. On tient tous au terme d'interdisciplinaire. On tient tous aux deux mots-clés qui sont risque et société, que j'évoquais la recherche tout à l'heure. À tort, certains opposent recherche fondamentale et recherche finalisée. Les deux sont évidemment complémentaires. C'est ça depuis une centaine d'années. Le projet Gardener s'appuie sur ce pilier-là, qui est un pilier académique interdisciplinaire, mais il s'appuie aussi sur un pilier 2, qui est un pilier de formation, en vue d'améliorer la formation et l'offre de formation sur le territoire, sur les risques technologiques, naturels, sanitaires et environnementaux, en intégrant, là encore, c'est très important, comme dans les piliers, en intégrant les sciences humaines et sociales et d'autres sciences plus dures. La complémentarité entre ces différentes approches, entre ces différents domaines, et ces champs au sens de Bourdieu sont extrêmement importants. C'est une des raisons pour laquelle je trouve ce projet intéressant. Et puis le troisième, qui n'est pas du tout écarté, au contraire, qui est vraiment un des marqueurs, un des identifiants de ce projet-là, c'est ce centre donc, de mobilité avec des explorés, partagés, qui sont les trois mots-clés de ce troisième pilier. La mobilité est un champ de recherche extrêmement important. La mobilité vers la culture scientifique est démontrée ici à travers ce troisième pilier. Et puis l'art, ne jamais oublier que le projet Gardener s'appuie sur un premier cercle avec l'ESBAN et le CHU. Et le troisième pilier aura aussi pour but de parler de sciences, mais aussi d'art. Et je trouve qu'une des caractéristiques intéressantes de ce projet, c'est d'essayer de lier l'art et les sciences. Très bien, oui. Alors, l'ESBAN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes. Donc, effectivement, avec le CHU, un des partenaires majeurs de ce projet-là, coordonné par l'université, mais bien sûr en partenariat fort avec ces deux institutions. Sur ce projet-là, donc donc on va peut-être s'attarder un petit peu sur le pilier 1, qui est celui qui concernera le plus, même si dans notre manière de travailler, j'ai quand même l'impression que dès maintenant, nous trouvons que la communication entre les trois piliers, les piliers sont une manière de présenter le projet, parce que ça donne de la cohérence d'organiser un pilier, mais au final, la communication est très forte entre tous les piliers, et
sens bien qu'on va tous être amenés plus ou moins à travailler sur l'un sur l'autre, mais bon, je suis responsable du premier pilier qui consiste en la création d'un institut de recherche. J'imagine qu'il y a peut-être quelques chercheurs de l'université dans le chat, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, ou poser des questions ou nous dire ce que vous avez envie de nous dire sur ce pilier et sur cet institut. Et la question que j'aimerais te poser, c'est comment tu te figures, toi, cet institut, cette création-là, par rapport à la recherche de l'université Nîmes telle qu'elle existe déjà? Et peut-être, qu'est-ce que tu aimerais voir émerger comme action, comme réalisation, peut-être dans un terme le plus court, pour qu'on puisse essayer d'identifier un petit peu mieux avec quelle vocation tu as envie de poursuivre avec cet institut. En fait, tu as prononcé des mots-clés qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire qu'il y a un existant qui est extrêmement positif, agréable, pertinent. Je connaissais pour partie un certain nombre d'acteurs de l'Université de Nîmes avec lesquels j'ai collaboré et j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer. Je découvre lentement, c'est une phase de découverte et d'écoute que j'essaye d'avoir en ce moment à travers, là encore, un certain nombre de parties prenantes. J'ai beaucoup de plaisir à écouter les différentes actions réalisées et une confirmation de ce que je savais, ce qu'on m'avait expliqué, ce que le président m'avait expliqué aussi, que la recherche telle qu'elle est conduite est une recherche qui est de très haut niveau, qui est une recherche d'excellence, une recherche qui s'inscrit encore une fois dans les plus grands standards européens. Alors, les trois missions qui ont été proposées à ce directeur de cet institut, c'est premièrement une action d'animation. L'animation scientifique est un exercice difficile, c'est un exercice que j'ai modestement essayé de conduire pendant quelques années dans mon ancienne vie, en essayant d'animer la recherche dans les risques ou la recherche au niveau des risques au sein de l'Institut. C'est difficile, l'animation scientifique. C'est difficile parce qu'on essaye de croiser des agendas, on essaye de croiser des disciplines, on essaye de croiser des carrières, des personnes, des projets, des profils, et ce n'est pas toujours simple. En fait, le projet d'animation s'inscrit à travers des outils. Et ici, on maîtrise notamment l'outil webinaire, et peut-être à travers l'aide de certains qui se reconnaîtront, on essayera de monter un certain nombre de webinaires, notamment avec les grands guichets de financement, que ce soit au niveau local, avec par exemple la région, au niveau national, par exemple la LNR, au niveau européen, avec les projets européens, et pourquoi pas des appels d'offres internationaux, notamment sur le Banque mondiale. Donc l'animation, c'est d'aider la fertilisation croisée entre les 4 UPR afin d'animer, afin de proposer, afin de favoriser l'émergence de projets collaboratifs interdisciplinaires dans le domaine. La deuxième mission, c'est co-construire. Alors, co-construire, c'est la construction commune de projets collaboratifs. On n'est pas obligé de restreindre les projets collaboratifs. Il peut y avoir des projets plus simples, plus modestes à travers l'encadrement doctorat. Certains se reconnaîtront. On a essayé à travers des doctorants internationaux. Dans ma première vie, j'ai beaucoup collaboré avec, par exemple, l'État du Nigeria, dans beaucoup de collaborations avec des thèses avec des étudiants nigériens. C'est très, très agréable. Et enfin, le troisième mot-clé, c'est ambitionner. Le mot n'est pas forcément très heureux, mais l'objectif, c'est de placer l'Institut Risques et Sociétés du projet Gardner au centre d'un certain nombre d'acteurs français et européens pour que, et c'est la discussion qu'on avait eue avec le pôle agro il y a quelques jours, c'est que lorsqu'on parle de risque, on sache que c'est à l'Université de Nîmes qu'il faut s'adresser. Oui, ça c'est un enjeu quand même. Mais alors c'est un enjeu pour le coup qui n'est pas complètement nouveau. Hein. Ces grands thèmes de recherche qu'on poursuit depuis un moment. Le risque, l'innovation sociale par le design, c'est des choses qui sont très présentes. Et finalement, sur ce point-là, le projet, c'est très original ce que je veux dire, mais il y a à la fois de l'innovation, mais aussi de la continuité dans le projet Gardner et précisément dans l'Institut, puisque être identifié comme un acteur majeur de la recherche sur le risque, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à notre stratégie de recherche.
Donc ça, c'est plutôt bien, c'est rassurant aussi pour nos équipes de recherche. Après, il y a assez peu, alors, il peut y avoir des petites questions sur les modalités, sur comment ça va marcher, mais sur la démarche du projet, la communauté universitaire semble accueillir le projet plutôt positivement. Moi, des personnes avec qui j'ai discuté, il me semble que plutôt aussi. Mais du coup, comment tu vois toi, cette intégration au niveau humain, enfin, ta relation avec des chercheurs, comment tu aimerais qu'ils te perçoivent? Comme facilitateur, la question est complexe. Je ne suis pas certain d'avoir une réponse aisée en quelques phrases, mais comme un facilitateur, comme une personne qui est à la disposition, et enfin comme une personne qui peut proposer d'inscrire des recherches dans une perspective plus européenne, voire internationale. Un certain nombre d'universités en Europe se sont inscrits autour d'un projet qui s'appelle l'Alliance universitaire. Et en accord avec le président, en accord avec plusieurs parties prenantes, on essaie de réfléchir calmement, lentement, doucement, à la mesure et à la vitesse qu'il convient, de savoir quelles seraient les alliances européennes pertinentes, quels seraient les objectifs de s'associer dans une alliance européenne, nous donner plus de visibilité, favoriser les échanges internationaux de nos étudiants et enfin être prêt à monter des projets collaboratifs, notamment avec ces universités partenaires. Donc c'est un projet sur lequel on travaille. Donc je conclue sur ta question, essayer d'être un facilitateur pour la recherche, qui est encore une fois extrêmement belle, extrêmement attirante et sur laquelle j'ai que des louanges à faire. Très bien. Je pense que pour une question pire, je vais pouvoir la poser ou pas? Vas-y. Alors, parce qu'en vrai, c'est une question que je me pose moi régulièrement dans les actions que j'ai à conduire. Qu'est-ce qui te ferait dire dans un an ou dans 2 ans, allez, je te laisse le choix, que le démarrage de projet est réussi? 3 indicateurs KPI pour dire que le projet a réussi. Premièrement, c'est d'abord quelque chose qui est statutaire ou réglementaire ou donné par l'ANR. L'ANR est extrêmement clair sur les indicateurs de réussite du projet d'ANR. C'est le nombre de publications, le nombre de projets déposés, le nombre de startups créées. Il y a tout un tableau extrêmement clair et complet de l'ANR. Donc nous serons jugés, nous serons appréciés à la lumière des projets que nous avons déposés, du nombre de doctorants que nous avons créés, de l'insertion de doctorants qu'il y aura, etc. Tous ces critères ont été présentés lors de la journée Gardner. Et ces éléments-là, c'est particulièrement clé. Je vais répondre à ta question. Il y a, deuxièmement, des étapes clés que nous essayons de mettre en œuvre avec les acteurs. C'est par exemple une summer school. Alors, est-ce qu'elle sera annuelle? Oui, on aimerait que ça soit récurrent. Il y a eu d'excellentes initiatives de Summer School. Il faut qu'elles soient valorisées, qu'elles soient amplifiées. Il faut aller sur ce terreau-là afin de créer d'autres. Sur le chat, n'hésite pas à nous faire un petit retour. Afin qu'on arrive à en avoir d'autres, à mutualiser les efforts, à montrer une fois de plus à nos partenaires. J'en donne trois. En Italie, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, ou l'UPC à Catalogne, qui sont de très grosses universités. Si on arrivait à se positionner comme étant un carrefour visible à travers ces deux poids lourds-là, eh bien, on en a répondu à ta question. C'est un indicateur de succès. Donc, une summer school régulière avec des partenaires forts nous permettront de dire ok, on commence modestement à jouer de la Pro de droit. Modestement, hein. Le parallèle avec le foot de rugby est évident. Hein. On ne va pas jouer contre Manchester United demain. Hein. On va y aller progressivement. Hein. Oui, c'est un peu l'idée, mais je pense que le projet est quand même prévu sur un terme relativement long. Le projet Gardner dure 8 ans. On souhaite à l'Institut de durer bien plus que ça. Mais les jalons vont se poser petit à petit. Ça permet justement de mettre en place une stratégie qui est raisonnable et raisonnée, d'avoir ce délai-là. De ne pas courir après des résultats de manière permanente. C'est plutôt bien parce que ça permet de se structurer aussi. Très bien pour tout ça.
En termes très techniques, les chercheurs qui souhaiteraient te contacter, enfin, discuter avec toi de ces sujets-là, où est-ce qu'ils peuvent te contacter alors que notre dépanneur son est en train d'arriver. Alors, dans le bureau, Comme servir de matin, mesdames, messieurs. mon bureau est à Hoche 210 et mon bureau est très clairement ouvert, est très clairement à la disposition. Je suis méditerranéen, j'aime parler et je suis un homme qui est un homme de dialogue et j'ai beaucoup de plaisir à collaborer et à faire des réunions téléphoniques, et des réunions Teams, etc. Je suis joignable, il n'y a aucun souci. Ensuite, tu le sais, j'essaye aussi de passer du temps dans ce beau bureau que vous avez là. J'y trouve beaucoup d'énergie, j'y trouve beaucoup de dynamisme et tu le sais depuis le début, je crois que je fais à peu près la moitié de mon temps ici, parce que j'y trouve beaucoup, beaucoup de plaisir à venir passer du temps ici pour les raisons précédemment évoquées. Eh bien, c'est super. Ah, c'est bon. Thibaut nous a dit c'est OK. Top, très bien. Thibaut a validé le son, donc on est sauvé. Merci Thibaut. C'est Thibaut Perrin qui est dans le chat. Bravo Thibaut. Donc Tom, bravo, merci. On te libère. Voilà. On te fera une statue. Bon après-midi. J'ai toujours plaisir à rappeler qu'un jour on est la statue, un jour on est le pigeon. Oui, c'est ça. Petite question. Avant de passer à la rubrique suivante, moi j'avais une question que j'avais envie de te poser. C'est justement, et parce que c'est une question que je pose souvent aux gens qui sont arrivés depuis pas très longtemps, parce que je trouve que les réponses sont toujours pertinentes et étonnantes. C'est en plus là tu as vécu dans le bureau, donc là on est dans le bureau D108, donc il y a, pour ceux qui connaissent, Samantha, Quentin, Marine et moi, avec Corinne aussi, notre vice-présidente recherche. Sans parler forcément de ce bureau mais de l'établissement, mais en plus tu es dans ce bureau. Quelles ont été tes impressions, peut-être tes étonnements ou pas, en arrivant vraiment à l'université, même si on se connaissait, même si tu connaissais beaucoup de monde ici, le fait d'arriver dans les murs, c'est autre chose. C'était quoi tes impressions? Ça peut être négatif, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est parce que je trouve que moi, je suis curieux de ça. L'exercice amène forcément de la sincérité. En fait, tu l'as dit, dans ta question, il y a l'élément de réponse. En fait, je connaissais plusieurs personnes et c'est le sentiment d'arriver dans un endroit où c'était relativement facile. Je pense que des transferts, entre guillemets, de personnes comme moi qui arrivent dans un autre élément, j'ai une pensée pour mon second fils qui part d'une grande entreprise internationale en Angleterre et qui va dans une entreprise internationale en France, mais dans un tout autre domaine, c'est plus difficile. Changer de pays, changer de domaine, changer de lieu, etc., c'est beaucoup plus difficile. Moi, et je réponds clairement à ta question, j'ai pas été surpris parce que je connaissais les gens. Deuxièmement, j'ai pas été surpris non plus parce que ça avait été anticipé et préparé et ce qu'on m'avait expliqué correspond à ce que je vois maintenant. Et troisièmement, oui, les après-midi ici... On t'avait expliqué beaucoup de choses? On m'avait expliqué pas mal de choses. Il t'avait prévenu pour Marine? Et j'ai trouvé, je ne réponds pas à ta question, mais j'y réponds à la première. J'ai trouvé, effectivement, je redis les deux termes, beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme. J'ai trouvé beaucoup de modernité. L'exercice Twitch en est un bon exemple. J'ai trouvé des choses innovantes, le véhicule. J'ai trouvé une volonté enfin de s'insérer dans un tissu local avec des mots-clés comme l'insertion, des mots-clés comme la vulgarisation scientifique, des mots-clés comme l'égalité des chances. Eh bien, c'est des mots-clés qui me plaisent parce qu'ils me parlent et ce sont des valeurs que je partage. Mais ça fait plaisir à entendre. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaye d'incarner aussi. Dire, bon, on a tous beaucoup trop de choses à faire dans l'établissement. On est tous accaparés et répondre à un mail dans un délai de 24 heures, c'est un idéal qui est difficile à poursuivre. Alors que nous avons un follower ou un sub qui est tombé. J'arrive pas à lire. C'est Imies qui s'est abonné. abonné. C'est Imies qui s'est resub à la chaîne. Mois. C'est ton 8e mois, Imies, bravo. Et franchement, ce qui fait plaisir, c'est que tu as choisi la bonne émission pour t'abonner à la chaîne.
de l'université. Donc oui, pour en revenir à ça, c'est vrai qu'on essaie d'incarner ça. C'est beaucoup d'énergie parce qu'on est très, très accaparé et c'est compliqué, mais du coup, ça fait plaisir à entendre. Merci. Je te propose, pour poursuivre, qu'on aborde la rubrique des questions gênantes. Et pour cette rubrique, je vais te remettre un outil formidable qui est le D. La réponse D. Alors, c'est peut-être la réponse D, on verra. Le fonctionnement change un petit peu, donc on a Marine à la régie qui posera les questions et le D va déterminer le nombre de questions auxquelles tu auras à répondre. Donc je te laisse lancer le D. C'est un joli 4. Donc Marine, à toi pour la première question. Alors Gilles, pour cette première question, je vais te demander quelle a été ta pire expérience de recherche. Il y en a eu une, bien sûr. La pire expérience de recherche, c'était mon premier stagiaire en 1994. Je fais des clins d'œil à tous les jeunes chercheurs qui sont fraîchement nommés et qui se font une idée de son premier stagiaire. On rêve d'un jour ou l'autre avoir un doctorat. On a fraîchement embauché, fraîchement passé sa thèse et on vous envoie un premier doctorant. C'était un jeune stagiaire d'un pays étranger. Je ne le citerai pas parce que ça ne sert à rien de citer ça. Et je pense que sincèrement, il avait des soucis. Mais des gros soucis. Jusqu'au moment où je lui ai dit, mais je suis un peu inquiet parce que tu parles beaucoup et tu parles tout seul. Mais ça me gère à choix. Moi aussi, je parle seul, je veux dire, c'est pas un souci. Et il m'explique qu'en fait, il parlait à l'autre qui était derrière l'écran. Et on était comme vous, on était 4 dans le bureau, on avait une bonne ambiance. L'une, elle se reconnaîtra, elle est officier de sapeurs-pompiers à côté de Toulouse. Et tout d'un coup, on a commencé d'abord à rire, puis avoir un rire gêné, et puis la fin de l'histoire, avoir un petit peu d'inquiétude aussi pour les 2 jeunes filles qui étaient avec moi dans le bureau. Donc c'est mon pire souvenir de jeune chercheur et de jeune encadrement avec ce jeune. Donc je me rappelle le nom il y a 31 ans. Qui t'a marqué. Seconde question, si tu n'étais pas enseignant et chercheur, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre dans ta vie? La question, on se l'est tous posée, donc je ne vais pas faire le fanfaron en disant alors que je vais réfléchir comme ça. Non, je sais ce que je vais te répondre. En fait, je vais te répondre que j'ai je regretterai encore qu'après pharmacie, ce soit accéléré. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore tout à l'heure, c'est enregistré. On m'a proposé d'aller intégrer le Master E d'IMT Minales à la place de ma fin de pharmacie, ce qui m'a donné des équivalences diplômes. Je rappelle qu'on est en train de parler du siècle dernier. Maintenant, avec les échanges Erasmus et des choses comme ça, ça fait sourire. Mais au siècle dernier, il était complètement précurseur, le doyen de la fac. D'accord ? Oui, je voulais faire médecine après pharmacie et je voulais m'inscrire à la fac de médecine. J'aimais les études, j'aimais apprendre et j'aimais apprendre par cœur surtout. Et ne pas avoir fait médecine est un regret. J'aurais peut-être pas été médecin, j'aurais peut-être pas eu le concours, ça c'est clair, mais j'aurais essayé en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous citer un ou peut-être plusieurs inconvénients de ton métier actuellement? Peut-être celui que tu as aujourd'hui ou peut-être celui que tu avais précédemment qui est peut-être... Les deux sont liés. J'habite une petite commune au centre du Gard et j'ai fait pendant 31 ans le trajet Uzès-Alès. Et tous ceux qui connaissent la route Uzès-Alès sachent qu'elle n'est pas bonne. Et puis maintenant, je viens m'inscrire dans un projet Gardner où je fais Uzès-Nîmes par la route d'Uzès et le pont Saint-Nicolas. Et encore tout à l'heure, je trouve qu'il y a quand même des petits inconvénients à cette route-là. C'est qu'elle est très dangereuse, mais c'est des petits inconvénients pour te répondre très clairement. Tu vis à côté du plus beau pont du Gard et tu passes tous les jours sur le 2e plus beau pont du Gard. Alors peut-être, une chose est sûre, c'est que très sérieusement, on a parlé du premier cercle, l'ESBAN et le CHU. Il faut parler une seconde du second cercle. Le second cercle, c'est des partenaires. Je pense à Nîmes Métropole, qui gère un des plus beaux projets de base de la sécurité civile, avec un projet européen d'implantation de la sécurité civile. Je fais des clins d'œil à Adrien. C'est extrêmement important. C'est peu
comment dire, je trouve qu'on ne mesure pas assez la chance que nous avons de ce dynamisme nîmois pour arriver d'être visible à l'Europe. Styliadines était venu il y a quelques années, le commissaire européen, pour parler de l'implantation européenne des Canadair, pour essayer tout ça. Ça va doucement. Évidemment qu'on aimerait tous que ça va très vite, mais il n'y a rien qui va super vite. Donc l'énorme travail qui est fait à Nîmes pour rendre ce projet-là encore plus fort, plus visible, etc., doit être signalé. Deuxième marqueur ou élément fort dans Gardener, c'est une fois de plus la chance qu'on a d'avoir un bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin un ouvrage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais tout l'environnement qui va autour avec une dynamique, avec son directeur qui est extrêmement dynamique, avec extrêmement des choses qui sont très intéressantes. Là encore, le second cercle, et je ne ferai pas la liste des gens qui sont dans le second cercle, il y a beaucoup de choses à faire pour le projet Gardener avec ce second cercle-là. Beaucoup de travail qui nous attend. Oui. Et c'est vrai que pour le coup, on peut peut-être faire une parenthèse dès maintenant sur l'établissement public du Pont du Gard, ce qui est un partenaire, qui est devenu un partenaire vraiment depuis quelques mois de l'université. Et on a déjà beaucoup de projets avec eux. Et c'est vrai que c'est un site, bon, le site est magnifique évidemment, mais il y a aussi beaucoup de dynamisme chez eux. Oui. Ils nous permettent d'être accueillis pour divers événements de l'université et qui mettent en valeur les enjeux du territoire aussi. Il y a évidemment l'histoire, la culture, hein, qui est un enjeu fort quand on vit à Nîmes. Hein. On a quand même les arènes de Nîmes, le plus beau temple du monde avec la maison carrée en termes de conservation. Donc voilà, on a quand même un patrimoine, mais il y a aussi tout le volet environnemental qui est poursuivi par notre recherche et par les enjeux du Pont du Gard également. Et donc on va être au Pont du Gard pour 2 événements dans quelques semaines. Je fais la parenthèse maintenant. Attendez, je parle, mais vous ne me voyez pas. Donc deux événements. On aura en premier le 27 septembre, c'est un vendredi, la Nuit des chercheurs. Donc pour le grand public, on se retrouve entre 17h30 et 18h pour le début de l'événement avec des conférences, des ateliers, des jeux. Bon, un événement très grand public. Donc oui, il y aura beaucoup de chercheurs, mais ils vont tout faire pour être compris par tout le monde. Donc il faut pas du tout être effrayé. On est habitué de l'exercice. C'est la 4e année qu'on organise la nuit des chercheurs à l'université. Et c'est toujours un moment très plaisant. Et le deuxième événement, peut-être Gilles, je te laisse en parler un petit peu, la journée de la résilience. C'est le 4 octobre, la journée de la résilience. Je voudrais saluer les personnes, elles se reconnaîtront, qui sont à l'origine ou en tout cas à la manœuvre sur cette journée-là. Je voudrais dire là encore que c'est quelque chose d'extrêmement significatif de dire que l'Université de Nîmes est partie prenante de cette journée nationale. C'est un effort majeur que ces personnes-là font pour être, encore une fois, visibles avec des partenaires qui sont importants comme Résilience France, mais aussi comme la FPCNT, comme toute une série, je ne vais pas les citer ici, d'autres le feraient beaucoup mieux que moi. Parler du risque assurantiel, parler du risque aux communes, parler du risque inondation à des communes, parler de résilience au sens général du terme, c'est quelque chose qui est fait à l'université depuis très longtemps. De très nombreux projets ont été faits depuis des années que je regardais avec beaucoup d'admiration. Bien là encore, c'est une consécration pour beaucoup d'entre vous d'être présents à cette journée-là. Bravo, parce que c'est quand même encore une fois quelque chose qui vous rend encore plus visible, qui nous rend encore plus visible maintenant. Très bien. Et notre régie extrêmement réactive, puisque vous avez dans le chat le lien pour vous inscrire à la Nuit des chercheurs et toutes les infos sur la journée de la résilience du 4 octobre. Et donc Imiest qui nous dit la Nuit des chercheurs, c'est peut-être l'événement de l'année, en toute objectivité. Oui, c'est très très objectif. Donc Imiest qui a participé aux 3 éditions précédentes de la Nuit des chercheurs. Donc il connaît bien, mais c'est vrai que c'est un moment très sympa qu'on aime partager avec tout le monde. Et les inscriptions sont ouvertes, vous l'avez dans le chat. Est-ce qu'on a terminé les 4 questions? Non, il en restait une dernière Vas-y, Marie. est, je pense, très intéressante parce qu'on a vu avec ta présentation que tu avais fait beaucoup de choses et que tu as un parcours vraiment extrêmement riche. Donc moi, ça m'intéresserait de savoir si tu pouvais encore aujourd'hui ajouter quelque chose à ton CV, ce que tu choisirais d'ajouter. Alors, ça moque de ce qui me passionne, mais
alors, je ne m'attendais pas à cette question. Et je vais y répondre avec la façon la plus directe et honnête. Je suis intéressé par les sciences humaines et sociales. J'ai peu de compétences sur le sujet, je n'ai quasiment pas. Ce n'est pas mon background, ce n'est pas mon... etc. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à collaborer avec diverses personnes sur le sujet. Et je voudrais citer et je voudrais remercier Karine. Elle se reconnaîtra avec une thèse que nous avons menée avec une jeune doctorante dont je viens de manger le nom à l'instant, mais ça va me revenir dans une seconde sur les problématiques avant le Covid à l'hôpital. C'est une thèse qui était extrêmement intéressante et enrichissante et j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toutes les deux. Donc, je réponds clairement à ta question. Ça serait si j'avais une baguette magique pour pouvoir mettre mes activités professionnelles entre parenthèses pendant 3 ans. Oui, j'aimerais aller plus loin dans l'anthropologie et notamment dans les civilisations lointaines. Mais ça, comme ça ne se fera pas, je peux en parler facilement puisque ça ne se fera pas. Merci. Bien, merci Marine pour tes questions, merci Gilles pour tes réponses. Je te propose qu'on passe à la dernière rubrique de cette émission, qui est donc la rubrique de la page blanche. On a des petits jingles et tout, c'est extrêmement bien fait, mais les jingles, on va bientôt les refaire, ne vous inquiétez pas. Et donc cette rubrique de la page blanche, alors tu as un stylo, sinon je te propose un feutre un peu plus épais pour qu'on puisse voir à la caméra. Et donc, bon, la règle de cette rubrique, c'est qu'on laisse au chercheur invité un petit temps pour laisser libre cours à son expression sur une page blanche. Donc, ça peut être un dessin, un texte, une petite phrase, un mot, ce qui te vient. Donc, je te laisse œuvrer. Et je vais présenter un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Donc, lundi, on a Unimatin, il me semble, c'est ça? Ouais. Donc, dès lundi, vous retrouvez Tom, notre dépanneur son et animateur Unimatin, pour avoir toute l'actu de l'établissement. Vendredi prochain, on se retrouve pour un vendredi de la recherche. Et cette année, on va changer un petit peu le format, puisqu'on va essayer de faire une semaine sur 2 un entretien et une semaine sur 2 un chercheur décrypte l'actu. Et donc, les chercheurs décrypte l'actu, c'est ce format que vous avez découvert l'année dernière, qui est animé par Nicolas Leroy, que vous connaissez bien tous, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de s'intéresser à des thématiques d'actualité. Donc là, on attend de voir un petit peu ce qui se dessine pour la semaine et essayer d'être au plus proche de l'actualité pour donner un éclairage un petit peu plus scientifique. Donc, on est des fois sur des sujets qui sont moins à chaud que ce qu'on peut trouver dans des rédactions de médias. Mais en tout cas, avec une approche avec un peu plus de recul et de la connaissance scientifique vérifiée. Donc, c'est aussi intéressant et on tenait à vous le proposer. Et donc, Imiest qui nous confirme que oui, il y aura Unimatin. Et donc, pour les prochains rendez-vous de nos actualités, donc là, vous êtes en pleine rentrée pour les étudiants qui viennent d'arriver. Donc, déjà, on vous souhaite une bonne réussite pour cette année. Nous, on se retrouve donc pour la nuit des chercheurs, pour la journée de la résilience. Ensuite, on a la fête de la science qui arrive du 4 au 14 octobre. Cette année, on aura la chance d'être au lancement de la fête de la science en Occitanie, qui a lieu le 4 octobre aussi, mais le soir, à la Cité de l'Espace. Et donc, on y sera avec notre Discovery Machine, que vous avez peut-être découvert pendant la pré-rentrée. C'était le camion tout coloré. Donc, on ira faire des animations scientifiques à la Cité de l'Espace. Et ensuite, on a l'opération phare de la fête de la science, où on déplacera ce même camion dans plusieurs villes au pied de phares sur la côte du Languedoc. Et le village des sciences, 12 et 13, c'est ça? Oui. 12 et 13 octobre, le village des sciences sur le site Vauban de l'université. Voilà pour nos petites actus. Imiest me dit qu'on rappelle que si des étudiants regardent, vous pouvez rejoindre l'aventure Uniweb TV en nous envoyant un mail. Oui, donc vous recevez toutes les semaines un mail, une newsletter qui vous explique les émissions à venir. Vous pouvez tout simplement répondre à ce mail pour dire moi je suis intéressé pour venir participer à une émission, pour monter un concept d'émission, pour voir techniquement comment ça marche, parce que j'envisage peut-être de travailler un peu dans l'audiovisuel et j'aimerais bien voir comment ça marche. On a encore des progrès en son à faire, mais a priori, on est plutôt de bons conseils sur le reste. On arrive à les régler. Et on arrive à régler les problèmes, ce qui est déjà pas mal, effectivement, Marine.
Donc voilà à peu près ce qui vous attend pour la semaine prochaine et les prochaines semaines du mois de septembre et octobre. Gilles, est-ce que tu peux nous montrer ton œuvre? Vas pouvoir montrer à cette caméra. C'est pas très lisible, je vais approcher le papier de la caméra. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Oui. C'est tout. Et est-ce que du coup, cette nouvelle aventure, c'est peu importe la destination, mais le chemin est sympa? Tout est dit. Ben, parfait. Est-ce que tu peux signer ton petit ta phrase? Parce que oui, on les garde tous, et sachez que j'ai une liasse de dessins de chercheurs qui doit faire un bon centimètre d'épaisseur aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va en faire encore. On avait fait des cartes postales à un moment. Je pense qu'on va peut-être essayer de les exposer à un moment. Donc, chercheurs et chercheuses qui avaient participé au Vendredi de la Recherche. Si à un moment ou à un autre, vous voyez dans les circulations du site Vauban vos œuvres affichées un petit peu partout, ne vous alarmez pas, tout est sous contrôle et tout se passera bien. Merci beaucoup Gilles. Merci. Merci beaucoup Marine à la régie. Merci à Tom d'être venu nous dépanner. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve nous dès la semaine prochaine pour un Vendredi de la Recherche. À bientôt. À bientôt.